Alors, 1, 2, 3. Hello, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec une vidéo. Cette fois-ci, je vais parler d'un vlog culturel que je vais vous laisser à la suite de cette intervention introduction. Le 21 avril dernier, je suis allée au colloque organisé par le collectif Kaina et l'ULB et toute la section d'études de genre qui avait pour but de se pencher sur la question de l'afroféminisme et du féminisme musulman. Est-ce que c'était des luttes en miroir? Point d'interrogation. Et donc il y a eu une série de débats sur des thématiques différentes que je vais vous exposer par la suite, parce que ça sert à rien que je les énumère maintenant, parce que vous allez les découvrir et que je mettrai en sous-titre chaque thématique. Il y a eu 4 panels différents qui étaient assez bien représentés par des figures charismatiques, je trouvais, parce que je trouvais qu'en tant que participante dans l'auditoire, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'intervenantes qui avaient une aura de dingue et qui donnaient vraiment envie de se poser des questions sur le féminisme, les féminismes afro, les féminismes musulmans et les questions de société et les problématiques de société du XXIe siècle et celles qu'on hérite des siècles précédents et les envies qu'on a pour la suite. Donc franchement, moi j'ai adoré cette journée. C'était assez costaud parce que c'était de 9h à 17h sur le principe, mais je pense qu'on a commencé à environ 10h jusqu'à 18h, 18h30. C'était costaud et je me suis même dit que des fois la dernière partie de l'après-midi, j'ai vraiment eu du mal à me concentrer, donc j'ai beaucoup plus filmé que noté, mais je ne regrette vraiment pas de m'être dit, même si je connais rien du tout à l'afroféminisme et au féminisme musulman, je vais m'inscrire, je vais participer, je vais payer pour cet événement parce qu'il a coûté 30 €. Pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais pour moi, quand je vois le panel de personnes que j'ai rencontrées, il y a bien des personnes qui payent pour aller à un concert 30 €. Ben moi, je trouve que j'ai autant eu de retours et d'expériences et de choses sur lesquelles je peux me poser des questions et mûrir et discuter et échanger par la suite. Avec ces 30 €, ça les valait bien. Et je me suis dit que ce serait tellement agréable aussi que des événements pareils soient plus chroniques, qu'on en ait tous les 3-4 mois, parce que c'est vraiment des tables de discussion, des espaces plutôt de discussion qui je pense doivent être stimulés et proposés plus souvent pour après permettre d'avancer plus concrètement, quoi, je veux dire, parce que là j'ai eu un peu le sentiment d'être repartie avec beaucoup de questions mais pas forcément la possibilité de revenir et de pouvoir les titiller, les questionner, les poser, etc. Et donc laisser un petit peu décanter et qu'un autre colloque puisse exister pour la suite, quoi. Et donc voilà. Donc j'espère que la suite de cette vidéo vous plaira. En tout cas, sachez que ça m'a fait énormément plaisir de recueillir tous ces témoignages parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, pas toujours faciles à entendre pour tous les publics. Et ce que j'ai aimé, c'était que c'était un public assez métissé et que c'était un événement mixte aussi. Et on a vu de la mixité. Et donc ça, franchement, rien que pour ça, je trouve que l'événement a réussi et a été fédérateur. Donc je vais arrêter de faire la bavarde comme d'habitude et je vais vous laisser avec les vidéos. N'hésitez pas à donner vos commentaires dans la barre d'infos ou sur le blog parce que franchement, vu le sujet, je pense qu'il y a quand même des choses à dire et des choses à partager. Et c'est là pour ça, quoi. Donc voilà, je vous laisse profiter et à plus tard.
Je suis contente de participer à cette table ronde qui va raconter un petit peu à travers nos parcours respectifs ce qu'on entend par féminisme musulman ou afroféminisme et de quelle manière en fait ça fait écho à un féminisme qui est considéré comme plus général. Pour commencer, j'ai envie de citer une féministe, une femme noire qui s'appelle Gloria Hill, qui disait toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. Et je crois que dans cette phrase, elle résume assez bien le paradoxe et le point invisible que constituent en fait les personnes et les femmes qui ne sont pas blanches. Parce qu'effectivement, le courant féministe a été porté pendant plusieurs décennies et rendu visible à travers le prisme et le militantisme de femmes qui étaient majoritairement blanches. Et les mouvements qui faisaient la promotion des droits des minorités, des droits des Noirs, que ce qu'il s'agisse de la France ou des États-Unis, ont été portés par des hommes, et on pense notamment aux États-Unis avec ces hommes noirs charismatiques qui prenaient la parole, etc., alors que des femmes étaient à leur côté, mais avaient été rendues beaucoup moins visibles par l'histoire pour plein de raisons, y compris celle que la crédibilité d'un homme face à un micro pour défendre des droits entre guillemets aussi sérieux était beaucoup plus semblait plus pertinente, et il y avait quelque chose de l'ordre du stratégique. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une volonté des femmes de s'exprimer à la fois sur les questions minoritaires, mais aussi de faire, comment dire, d'une certaine manière, de donner corps au fait qu'elles sont des femmes. Et là-dessus, je trouve que ce qui se passe aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter, qui est vraiment porté par des femmes, qui a été créé par 3 femmes sur les réseaux sociaux, sur un hashtag, 3 femmes dont 2 qui sont queer, qui se définissent comme ça. Je trouve que c'est intéressant, parce que c'est un mouvement à la fois qui a décidé de ne pas être incarné par un leader charismatique, donc un leader charismatique unique. C'est un mouvement qui est extrêmement horizontal, donc il y a des chapitres aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et même en France, semble-t-il, et donc qui est porté par toutes les personnes qui décident qu'elles sont porte-parole du collectif. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez nouveau. Et les jeunes femmes que j'ai eu l'occasion d'interviewer à l'occasion des reportages que j'ai pu réaliser sur ce mouvement-là, disent qu'elles ont conscience que l'histoire a effacé les femmes qui avaient porté la parole de ces questions-là, qu'elles avaient été extrêmement présentes, notamment dans le monde des droits physiques, des droits civiques. C'est vrai qu'on parlait des femmes, c'est aussi c'est un lapsus qui n'est pas complètement innocent, je pense. Parce que voilà, à côté de Martin Luther King, il y a eu des femmes comme Anthony Walker, avant eux, il y a eu des femmes comme Ella Baker, ce sont des femmes qui n'ont pas, que l'histoire n'a pas retenues. Donc ce qu'elle disait, c'est que voilà, aujourd'hui, on participe au mouvement, on prend des risques, etc. Et il est hors de question qu'on se fasse dessaisir du micro parce qu'on est partie prenante du mouvement de la même manière. Et donc l'écho par rapport à mon parcours, effectivement, Sophie l'a dit, j'ai créé une association qui s'appelle Les Indivisibles en 2007, maintenant ça commence à remonter un petit peu, qui a eu pour vocation de déconstruire les préjugés racistes et raciaux en fait, en utilisant l'humour. Et avant cela, j'avais été assez impliquée dans le mouvement féministe français, et en fait très rapidement rebuté par tous les débats qui ont eu lieu autour du port du foulard autour de 2003-2004, sans que ça prenne une forme vraiment une forme associative. J'avais vraiment eu énormément de difficultés à accepter tout simplement les discours qui étaient extrêmement hostiles à l'égard des femmes musulmanes, françaises qui décidaient de porter le foulard, et qui me donnait le sentiment que ces femmes-là étaient dépossédées de leur féminité. C'est-à-dire que dès lors qu'elles portaient le foulard, on considérait que leurs paroles n'avaient plus de validité et que d'autres femmes étaient capables de dire à leur place de quelle manière elles devaient choisir la voie d'émancipation, et pouvaient aussi décider des lectures de certains chants, le chant scolaire, le chant public, ou même le chant militant, parce que voilà, j'ai souvenir d'une manifestation en 2005 où des femmes, de 8 mars 2005, où des femmes musulmanes avaient été exclues manu militari par d'autres femmes qui estimaient qu'elles n'avaient pas leur place dans cette marche, ce qui est quand même assez incroyable, parce que la vocation du féminisme, c'est de laisser toutes les voix s'exprimer. Donc moi, même n'étant pas voilée, n'étant pas personnellement impactée par ce type de décision, j'avais quand même un inconfort avec ce que j'avais pu observer. Et puis je me suis aperçue, effectivement, on en a parlé rapidement hier, donc pour les personnes qui étaient là, il y aura peut-être une répétition, mais je pense que c'est important de le dire, que en tant que femme noire, en fait, les priorités que je pouvais avoir, en tout cas les préoccupations que je pouvais avoir, n'étaient pas nécessairement des préoccupations qui étaient prises en compte par le féminisme mainstream. Et c'est vrai qu'on a évoqué hier la façon dont la question de la beauté, la question de la représentation physique des femmes pouvait être un sujet pour les féministes, mais un sujet dont il fallait d'une certaine manière s'éloigner, c'est-à-dire que pour les féministes majoritaires, la beauté c'est un carcan dont il faut se
de se départir. Mais pour les féministes, en fait, dont les traits physiques ne correspondent pas aux critères de beauté majoritaire, la beauté, c'est déjà le fait d'être considérée comme potentiellement belle, ou en tout cas reconnue dans ces critères de beauté, c'est déjà une lutte en soi. Donc l'idée pour les femmes qui ne sont pas blanches, je pense aux femmes qui ont la carnation foncée, qui ont les cheveux crépus, qui ont des yeux très en amont, etc., parce qu'elles sont d'origine asiatique, eh bien, la reconnaissance de leur physique, de leur esthétique, c'est quelque chose de très très important. Donc ça veut dire que leur féminisme peut passer par une forme de promotion de la beauté qui peut apparaître comme étant superficielle à d'autres femmes qui ont le sentiment que d'autres combats sont plus urgents. Les questions relatives aux cosmétiques, ce sont des questions qui, encore une fois, apparaissent comme superficielles, mais en fait sont très importantes. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Moi, je travaille à la télévision, donc je fais de la télé depuis maintenant 8 ans, quelque chose comme ça, 8 ou 9 ans. Et en fait, moi, quand je vais sur un plateau de télévision, je dois toujours me poser la question de prendre mon fond de teint avec moi. Parce qu'en fait, comme je suis noire avec une peau très foncée, et ben, c'est très très rare en fait que les émissions de télévision aient un fond de teint à ma couleur. Et donc, ça peut paraître complètement anodin et absolument secondaire, mais ça veut dire que si je veux être à égalité avec les gens avec qui je débat, donc avoir l'air un minimum bien sur le plateau de télévision, et ben moi, je dois tout le temps avoir dans ma tête une préoccupation en plus, avoir dans mon sac quelque chose, enfin, c'est-à-dire que je dois être équipée de quelque chose, et on parle de charge mentale, mais c'est une charge mentale, en fait, qui consiste à m'organiser d'une manière à ce que, au final, je sois à égalité avec les autres, tout simplement parce que j'ai mis en place une logistique qui me permet d'être prise en charge. Des choses qui paraissent petites, mais qui font que quand même, alors c'est pas spécifiquement féminin, mais qui font que les préoccupations qu'on va avoir en tant que féministe sont des préoccupations différentes. Le fait de demander à ce que la formation, par exemple en France, la formation qui sanctionne le fait de pouvoir devenir coiffeur ou coiffeuse, c'est un certificat d'activité professionnelle, le CAP coiffure, et bien en France, il n'inclut pas la compétence qui consiste à savoir traiter les cheveux crépus ou les cheveux frisés. Et ça, c'est un diplôme qui est délivré par l'éducation nationale. Donc ça veut dire que l'éducation nationale française ne reconnaît pas l'existence des cheveux crépus ou frisés. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous êtes les cheveux crépus frisés, vous êtes noir ou arabe, vous ne pouvez pas aller chez n'importe quel coiffeur. Donc encore une fois, c'est toute une organisation. Vous devez identifier les bons coiffeurs. Si vous habitez à Paris, vous avez de la chance, vous en avez quelques-uns. Donc soit vous allez dans le ghetto et vous participez peut-être d'une certaine manière à l'oppression d'autres femmes, parce que voilà, on sait bien que dans certains salons de coiffure, il y a des femmes qui sont sans papier, etc., qui sont exclues. Donc soit vous participez à ce système-là qui n'est pas toujours très... Enfin, c'est pas le cas de tous les coiffeurs, mais on sait qu'il y a ça, notamment dans le 10e arrondissement de Paris, pour ceux qui connaissent. Soit vous avez beaucoup d'argent et vous payez des coiffeurs super chers qui vous coiffent voilà, à hauteur de ce que vous désirez pour vos cheveux. Mais vous ne pouvez pas accéder à des services standards qui sont voilà, les grandes chaînes de coiffeurs, etc. Parce qu'en fait, votre corps n'est pas pris en compte et n'est pas pris en considération. Et donc c'est vrai que moi, les questions relatives au fait d'être une femme noire, elles me sont apparues effectivement assez tardivement, mais parce que tout simplement je me suis interrogée sur la prise en compte tout simplement de mon être physique et sur aussi la manière dont on accueillait certaines activités, certains actes lorsqu'ils étaient promus, lorsqu'ils étaient portés par des femmes noires, différemment, d'une manière différente quand c'était porté par des femmes blanches. Je pense par exemple récemment à l'actrice Lou Doyen, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il y a 2 ans, je me souviens qu'elle a fait une intervention dans un magazine en disant oui, le féminisme a été dévoyé par des femmes comme Rihanna, comme Beyoncé, qui ont mis en avant leur corps, voilà, de manière dénudée, et c'est pas le féminisme que prônait ma grand-mère. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est... moi, je considère que chaque femme doit disposer librement de son corps, donc aussi Beyoncé a envie de se balader en micro-short et dire qu'elle est féministe. Enfin, moi, je trouve que, voilà, elle joue un rôle tout aussi important que d'autres femmes, et c'est, pour moi, elle participe à sa manière à la lutte. Et donc, quand nous voyons critiquer cette manière de son corps comme étant antiféministe, sachant qu'elle-même, en fait, Lou Doyon a posé nu à plusieurs reprises pour des magazines, je trouvais ça assez curieux comme manière finalement de disqualifier d'autres femmes. Et ce dont on se rend compte, c'est que en fait, la nudité féminine noire, elle est considérée comme vulgaire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir la même personne, je me souviens plus une femme américaine blanche qui a été extrêmement virulente à l'égard de Nicki Minaj lorsqu'elle a sorti son album Anaconda sur la couverture, etc. Et qui a eu des propos absolument laudateurs sur une photo vraiment très similaire de Kim Kardashian en disant que c'était très artistique, que c'était vraiment très beau, que c'était vraiment magnifique, etc., etc. Alors que dans les 2 présentations, il n'y avait pas vraiment une différence évidente. Donc je pense que c'est pareil, cette prise en charge en fait, de leur corps par les femmes noires, elle est souvent vécue comme une forme d'agressivité, comme une forme de vulgarité, qui, à mon avis, qu'il faut aussi savoir appréhender et qui doit pouvoir avoir une place légitime
dans l'espace d'expression des féminismes et des féministes. Et donc, dire que Caroline Dehaze, par exemple, est féministe, afroféministe. Et pourquoi d'une certaine manière, en fait, c'est comme si en fait on voulait nous circonscrire à un champ d'expression, parce que c'est évidemment, je me sens afroféministe, mais je suis féministe. Donc quand on dit que je suis afroféministe, c'est comme si je m'imposais sur un champ qui ne concernait pas toutes les femmes. C'est-à-dire comme si les luttes qui concernaient toutes les femmes, l'égalité des salaires, les violences sexuelles, auxquelles j'ai pris part comme beaucoup d'autres féministes, eh bien c'était des luttes dans lesquelles je n'étais pas impliquée. Et je trouve que c'est une manière aussi peut-être de réduire la légitimité de certaines femmes, etc. Et paradoxalement, même si je suis musulmane, j'ai jamais lu nulle part quelqu'un dire que j'étais féministe musulmane. Alors, je ne sais pas si féministe musulmane c'est un look particulier, mais apparemment j'ai pas vraiment les codes vestimentaires de ce qu'on attend de la féministe musulmane. Donc on voit bien qu'il y a aussi un cliché, il y a aussi une manière aussi dans l'identité des gens de piocher des choses qui correspondent davantage à l'idée qu'on se fait d'eux, alors qu'en réalité, il est je veux dire, enfin, si je dois me définir, je ne suis pas plus afroféministe que féministe musulmane, que féministe de tout court. Et ça, c'est aussi important. Je pense que c'est important d'avoir ces champs-là dans le champ du féminisme global, mais c'est aussi important de laisser les femmes définir leur lutte elles-mêmes et aussi les exprimer de la manière dont elles l'entendent et aussi pouvoir aussi fluctuer. Je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas des cases rigides dans lesquelles on s'enferme et sur lesquelles on aurait un champ d'expression qui serait limité, mais que vraiment on a la possibilité de fluctuer et de créer des solidarités, y compris avec des formes de mouvements féministes qui ne sont pas nécessairement ceux dans lesquels, qui correspondent directement à l'identité qu'on présente publiquement. Donc voilà, c'est vraiment une introduction un petit peu rapide. Alors, je n'ai pas décliné mon parcours, mais je pense qu'il y aura j'imagine qu'il y aura des questions par la suite. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je ne suis pas encore réveillée. Ce ne sont pas du tout mes horaires habituels, donc si je m'embrouille, vous m'excusez. Alors, je ne suis pas encore afroféministe, donc voilà, mais je suis dans le panel. Je suis en construction, j'étudie, je lis du Vergès, du Diallo, etc. Donc, et je découvre plein de trucs passionnants. Alors, je suis plutôt une travailleuse de terrain, donc je vais plutôt parler de mes expériences de terrain. J'espère que ça correspondra à certaines théorisations que de grands cerveaux ont fait. Alors, dans son introduction hier, Françoise Vergès elle a posé une question, comment dépasser les divisions ? Et c'est une question pour moi qui est très pertinente parce qu'effectivement, on a parfois envie de taire certaines divisions et dissensions pour plus vite possible aller vers la convergence des luttes. Et je pense que parfois on va trop vite et qu'il faut parfois revenir sur ces questions-là dans l'objectif tout simplement que cette convergence des luttes prenne effectivement, qu'elle tienne sur la longueur et qu'elle nous mène vers une action politique commune. Alors, parmi les conditions, je ne peux pas être exhaustive et je n'ai pas cette prétention, je vais en citer deux aujourd'hui. Déjà, la reconnaissance des thématiques des unes et des autres. J'ai constaté qu'elles étaient assez fortes, mais vraiment de différents côtés. Par exemple, sur l'histoire migratoire, on sait que les personnes d'origine maghrébine, par exemple, ont été invitées en Belgique. Bon, c'était une invitation pourrie parce que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des conditions de travail très difficiles, des conditions de vie aussi, en bas de l'échelle sociale, mais ils ont quand même été invités. Donc à un moment donné, on a voulu leur présence pour les faire travailler dans les métros, dans les mines, etc. Et que ce n'est que plus tard qu'on s'est posé la question de ils ne repartent pas en fait. Les enfants ils s'installent. Zut. Je vais parler des Congolais parce que c'est les premiers arrivés en Belgique. Ils représentent aujourd'hui 50% des Africains de Belgique, des afro-descendants de Belgique qui sont au nombre de 250 000.
Et les Congolais, eux, on n'a jamais voulu de leur présence en Belgique, c'est-à-dire qu'on avait besoin de main-d'œuvre dans la colonie, et surtout, on ne voulait pas que les colonisés viennent voir qu'il existait des clochards blancs, que le blanc n'était pas sacralisé, voilà, qu'il avait aussi des failles, et ça n'arrangeait pas du tout les théories racialisantes qui étaient élaborées. Donc, la présence congolaise, jusqu'à aujourd'hui, est une présence qui n'a pas été désirée, ce qui va avoir des conséquences dans la relation avec notamment les institutions de l'État, etc., etc. Bon, c'est un exemple, en fait, sur les différences dans le parcours migratoire, les différences qu'il faut connaître. Par exemple, si vous avez un travail, même si parfois il peut être précaire, vous pouvez accéder à certains droits comme le droit d'acheter, de prendre un prêt, etc. Si vous n'avez pas de travail, vous n'aurez pas ce droit-là. Donc, c'est des différences qui font que, même si la présence congolaise, par exemple, est beaucoup plus ancienne que la présence maghrébine en Belgique, eh bien, en termes d'installation, les choses se font de manière extrêmement différente. Alors, l'histoire migratoire, mais il y a aussi les combats généraux. Par exemple, sur la thématique de la restitution, je ne sais pas si vous savez, mais bon, pendant la colonisation, les Belges ont coupé les dettes, et on a retrouvé des crânes dernièrement au musée des sciences naturelles, des crânes par exemple du chef Lucinda, à côté des plantes et des ossements de canard, c'est au musée des sciences naturelles, quoi, et à côté des singes aussi. Donc je ne sais pas pourquoi c'est spécifiquement dans ce musée. On demande à ce que ces crânes soient restitués et on nous répond qu'il faut retrouver les familles, alors qu'on ne devrait pas nous imposer ce genre de conditions. Nous irons à Luther-Buron aussi. Il faut savoir que l'Organisation internationale des chefs coutumiers africains ont écrit aux diasporas en disant fils et filles d'Afrique, faites en sorte que les trésors d'Afrique puissent revenir sur leur terre. Le trésor, c'est notamment les masques qu'on connaît, etc., parce qu'ils n'ont pas qu'une valeur artistique, ils ont aussi une valeur spirituelle, et que notre dispersion et la dispersion de nos forces est aussi par rapport à cette perte culturelle et spirituelle. Donc ces statuettes sont ici au musée de Luther-Buron, et les entrées de ce musée ne sont pas du tout reversées d'une manière ou d'une autre à l'Afrique. Autre exemple très bref sur les thématiques spécifiques, donc je parle plus des thématiques afrodescendantes spécifiques, c'est ce qu'on a appelé les New Jack, les bandes urbaines, certaines personnes ont peut-être entendu parler. Des groupes de jeunes qui se réunissaient que entre jeunes noirs et qui s'entretuaient entre jeunes noirs. Ne touchaient pas les maghrébins, ne touchaient pas les blancs, ne touchaient pas les asiatiques. Et donc, dans cette dynamique-là, entre 2001 et aujourd'hui, il y a eu à peu près 35 ou 36 jeunes décédés, tués à coups de couteau, pour des raisons, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de choses importantes. J'ai fait une recherche-action là-dessus pour me rendre compte que le mépris qu'ils avaient appris dans leur socialisation en Belgique sur les Africains était tellement fort qu'ils en sont venus à se détester eux-mêmes, et que c'est un espèce de suicide communautaire que de s'entretuer. Donc c'est quand même assez grave comme conséquence du racisme. Et que là-dedans, pour raccrocher à la question féministe, là-dedans, il faut savoir que ce sont surtout les mères qui sont envoyées en avant, pour négocier avec la police, etc., puisque bon, l'homme noir face à la police, j'ai pas besoin de détailler tout ce qui est de la criminalisation, etc. Donc elle porte aussi ce lourd fardeau de devoir être en avant, que ce soit dans ce cas-là ou dans des administrations, etc., c'est elles qui doivent aller expliquer les thématiques. Donc, les combats généraux, l'histoire migratoire, etc., mais aussi les combats spécifiques au féminisme. Je ne vais pas y revenir puisque Rukaya a cité d'excellents exemples. Et le point 2, c'est dans ces conditions préalables, pour que ça colle dans les partenariats afroféministes et féminismes musulmans. Je parle de l'histoire récente, en fait, et je peux dire, bon,
intercommunautaire peut-être. Nous avons eu par exemple plusieurs rounds d'élections où nous avons été, entre guillemets, appelés par des groupements de Marocains plutôt à ce moment-là, pour dire faisons main dans la main pour les élections pour élire nos candidats. Et donc, on rejoint, on fait la lutte ensemble, et on se rend compte qu'en fait, en tant que Noirs, on est complètement instrumentalisé par nos frères et nos sœurs d'origine maghrébine, qui au final, que ce soit dans la politique ou dans des associations, finissent en fait par nous appeler pour faire nombre, pour faire un style, on est ouvert, on est diversifié, vous voyez, etc. Et ça se traduit aussi parfois dans des dossiers d'origine malienne, guinéenne, etc., etc. Mais au final, on n'est pas là tout simplement pour soit attirer des voix, soit attirer des sous-titres, soit attirer quelque chose pour d'autres intérêts. Ça se traduit aussi par l'appropriation de certains héros. Je ne vais pas citer de nom, mais des mouvements qui prônent Lumumba et font des grands t-shirts avec Lumumba et font toute une campagne, etc., etc. On est derrière, on est là, on soutient, etc. Mais à certaines étapes, on nous exclut totalement. Et on se rend compte qu'en fait, c'était juste pour utiliser donc, des personnalités connues pour faire appel et attirer l'attention, mais pour des thématiques qui ne concernent finalement plus les Noirs. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que des personnalités comme Lumumba, bon, ici c'est une personnalité masculine, mais il y en a d'autres plus féminines, sont des personnalités qui sont devenues transnationales. Donc, et elles peuvent être utilisées dans ce cadre-là. Alors, donc, il y a aussi l'histoire ancienne. On a quand même, bon, je ne sais pas quel terme, mais si je dis une bêtise, il faudra m'arrêter, quel terme je dois utiliser. On a quand même 13 siècles d'esclavage arabo-musulman envers les Noirs, dont on ne parle pas souvent. Moi, j'ai essayé d'en parler 3 fois, que ce soit en formation, en conférence, et à chaque fois, ça s'est mal passé. Aux Beaux-Arts, je suis sortie de là en pleurant, parce que j'ai été vraiment humiliée par des frères, en l'occurrence, d'origine maghrébine, qui ne voulaient absolument pas avoir une reconnaissance de cette histoire commune. Alors, au final, je me suis rendu compte, j'ai ici ce que j'appelle mon carnet d'affiliance. Affiliance est un mot que j'ai inventé, c'est la contraction entre Afrique et résilience, la capacité des Africains à overcome après un événement difficile, traumatisant, comme par exemple le racisme. Donc je note ici toutes mes expériences de racisme pour ne pas les garder en moi. Et je me suis rendu compte que, bon, j'ai plusieurs tomes, hein, vous pouvez vous imaginer, et je me suis rendu compte que je m'interdisais personnellement et inconsciemment de noter les expériences de racisme que je rencontrais avec mes frères et sœurs d'origine maghrébine ou arabo-musulmane. Je me l'interdisais. Je n'y arrivais pas. Et quand j'ai voulu commencer à écrire, j'avais un mal de chien. Mais si quelqu'un tombe sur ce carnet, ça divise la lutte, etc. Pas besoin de vous expliquer la suite. Donc, je pense qu'on ne peut pas être hypocrite et dire, faire des reproches aux Blancs en disant, ben voilà, vous avez colonisé, il faut reconnaître, il faut réparer, il faut restituer. Et face à nos frères, parce qu'ils sont par ailleurs eux aussi attaqués, être plus coulant, etc. Non, j'estime que c'est un travail que nous devons faire en parallèle, pas seulement préalablement, mais en parallèle des travaux pour la convergence des luttes. Il y a des choses que nous devons nous dire. Moi, je suis fille du Maniema, de l'Est du Congo, et mon deuxième prénom, c'est Fatima, avec un U, on prononce U, donc Fatouma. Et ma mère, ma grand-mère et ma grand-mère m'ont raconté des histoires incroyables, et j'étais étonnée d'entendre qu'il n'y avait pas que des histoires sur les Blancs, il y avait aussi des histoires sur les Arabo-musulmans. Donc on ne peut pas juste enterrer cette histoire-là, il faut que nous fassions un travail de mémoire ensemble sur ces 13 siècles d'esclavage, surtout que ça a des conséquences encore aujourd'hui, que ce soit dans les pays, par exemple, du Maghreb. Je suis en contact avec certains. Je ne sais pas si vous avez suivi l'assassinat raciste d'une enfant qui s'appelait Hope, où on a
pour la première fois eu comment dirais-je, une sanction exemplaire de la part de la justice, mais en général, les actes racistes commis, bon là en l'occurrence c'était au Maroc, ne sont pas apparemment suffisamment punis. Donc, pour quelque part, si vraiment j'ai le droit, et si je peux me permettre de tenir ce discours sur le devoir de mémoire, pour répondre un peu et en partie à l'excellente question de Françoise Vergès, comment dépasser nos divisions. Commençons par les identifier, parce que parfois on veut vite passer au-dessus, disant oui, mais ou alors il faut le faire, mais quand les blancs ne sont pas là. Ou alors, enfin, on émet des conditions et des conditions. Ou alors, il faut attendre, il faut d'abord se battre pour ceci et cela, parce que c'est plus grave. Il faut d'abord se battre contre la discrimination à l'embauche, etc., parce que c'est plus grave. Et entre parenthèses, on oublie en fait de prendre conscience des privilèges, que les personnes d'origine maghrébine ou arabo-musulmane peuvent avoir par rapport aux Noirs. C'est dur d'accepter qu'on est privilégié, mais en Belgique, je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas, en Belgique en tout cas, il faut savoir que par exemple, l'UNIA a sorti une étude dernièrement, ce sont des chiffres médians. Un blanc met 2 mois pour trouver un travail après ses études. Ce sont des chiffres médians. Une personne d'origine maghrébine met 6 mois et une personne noire met 1 an, 12 mois. Donc il y a un chouïa de privilèges quand même qu'il faut prendre en compte, prendre conscience effectivement, comme je disais, de l'existence du racisme entre nous dans les pays d'origine, mais aussi ici. Je disais tout à l'heure qu'il y en a parmi nous qui ont pu acheter, et bien, il y a des Noirs qui ont des propriétaires d'origine maghrébine et qui vivent des situations racistes dont ils ont peur de parler pour ne pas diviser les luttes. Prendre conscience aussi du silence et parfois même dans certains milieux de l'omerta autour de ça et de l'humiliation qu'on peut subir, comme je l'ai subi plusieurs fois, parce que j'ai osé soulever ce point-là. Donc je conclus en disant que voilà, il faut identifier les divisions, dépasser les tabous, ouvrir la parole. Ça a l'air bateau, mais en fait, pour le moment, la parole là-dessus n'est pas ouverte. Donc, ouvrir la parole, ne pas attendre que d'autres combats avancent, etc., et surtout commencer un travail de mémoire. Il y a l'excellent écrivain Tidiane Ndiaye, par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle Le génocide voilé, où il parle de cette histoire de l'esclavage. Il y a d'autres ouvrages aussi, tels que l'esclavage dans le monde arabe du 7e siècle au 20e siècle, de Murray Gordon, un dernier, Le fils d'Antara de Xavier Luffin, représentation des Africains dans la fiction arabe contemporaine 1914-2011. Donc c'est pas une thématique que j'invente, c'est une thématique qui est là, qui est présente, qui est souterraine et qu'il faudrait qu'ensemble on arrive à percer, à vider, à faire un travail de mémoire. Je vous remercie. Nommer si clairement les divisions et l'importance de les nommer, de les connaître afin qu'en effet on peut progresser ensemble. Donc dès le moment je vais laisser la parole à Malika. Voilà, moi ce que je propose, merci de me céder la parole. Comme Rokhaya va devoir partir d'ici 7 minutes, peut-être qu'entre-temps vous avez eu une question qui est émergée, puis vous laissez peut-être interagir avec Mireille. Mais juste une chose juste un point que je voulais relever, parce que ça ne fait pas partie de mon exposé par rapport à ce racisme, en fait, à cette négrophobie au sein des communautés arabes. Il faut le dire. Moi j'ai eu à intervenir, donc
Voilà, alors, ce que toi tu as vécu, moi j'ai été invitée par une organisation ici, et donc on m'a demandé d'intervenir sur la négrophobie dans les communautés arabes. Et puis moi j'ai dit, bah oui, j'interviens sans problème. Et ils ont été surpris, ils m'ont dit, on ne trouve pas d'intervenant. J'y suis allée, et effectivement, un certain nombre de mes amis ne sont pas venus, parce que je trahissais la cause. Donc ça allait jusque-là. Et celle qui était présente dans la salle, c'était une jeune fille d'origine maghrébine qui en fait avait un copain africain. Et j'ai personnellement eu, bon, je suis aussi assistante sociale de formation, et donc j'ai eu à intervenir dans des familles pour régler, pour rappeler qu'il n'y avait absolument pas de problème, et que, au fond, alors, quand on est sur un terrain islamico-islamique, et ben on reprend l'exemple de Bilal, et que le prophète de l'islam, sur lui, l'avait nommé comme muezzin, justement pour dire qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les races. Mais même en venant avec cet exemple-là qui est pas client, il y a un problème de négrophobie quand on dénonce. Moi, je me souviens du jour où il y a eu cette conférence, j'avais été interviewée par une radio. Quand j'ai commencé à développer mon propos, on m'a coupé en pleine antenne, en fait. On m'a remercié. Voilà. Donc, je voulais juste rajouter ça en disant que la lutte, elle doit être menée des deux côtés. On doit faire un travail autocritique dans les communautés arabes et dire oui, il y a de la négrophobie. Ce sujet délicat. Je recommande aussi un film de Rachid Haïdani qui s'appelle Rangel, qui parle de ça, qui raconte l'histoire d'une jeune femme française d'origine algérienne qui veut épouser son compagnon qui est noir. Et donc tout le film est autour de la quête d'un frère. En fait, elle a plusieurs frères, et un des frères, en fait, pendant tout le film, la poursuit pour empêcher en fait, le mariage. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et après, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est cette manière de circonscrire le monde africain au noir. C'est-à-dire que, je sais pas, pour moi, l'Afrique ne commence pas sous le Sahara. Et je pense que le fait, moi je vais vous donner un exemple, une anecdote très concrète. Il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré un journaliste marocain, en fait, qui est venu de Casablanca à Paris pour m'interviewer, et donc qui voulait me recevoir dans son émission, etc. Et puis je lui demandais, voilà, pour quelles raisons il s'intéressait à moi, comment j'avais atterri dans sa liste de personnes qui voulaient interviewer, etc. Et il m'a dit que sa rédaction en chef, en fait, lui avait demandé d'interviewer plus d'Africains. Donc, je me suis dit, mais les gens, tous les Marocains qui ont arrivé jusque-là, ils ne sont pas africains. Et ce qui était fou, c'est que la personne donc, était venue d'Afrique pour me voir moi à Paris, j'habitais en Europe, il était venu me dire que j'étais africaine, en sous-entendant que lui ne l'était pas. Et je trouve que dans ça, dans la façon de... C'était incroyable, je me suis dit, mais alors lui, je pense que... alors que lui vit sur le continent africain, contrairement à moi. C'était invraisemblable. Et je trouve que dans ça, dans cette manière de ne pas se considérer comme africain, il y a aussi un déni. Il y a aussi un déni, et je pense que peut-être que... Je ne sais pas si c'est je vais être peut-être très provocatrice dans ça, hein, mais je pense qu'en fait, nous on sait qu'on est noirs et qu'on n'a aucune chance d'être confondu avec des blancs en étant noirs. Enfin, je pense que vraiment, non mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de... il y a aucune... Et peut-être que quand on est noir, on a complètement renoncé à l'idée de la blanchité ou d'une confusion, peut-être d'une assimilation un peu lointaine, etc. Qui peut-être fait que l'idée de s'associer au continent africain est une évidence. Parce qu'on voit que même les Noirs qui n'ont jamais mis un pied sur le continent africain, qui sont américains, qui sont dans les Caraïbes, etc., arrivent à revendiquer l'Africain, mais eux-mêmes ne s'y associent pas comme s'ils étaient dans un entre-deux qui faisait qu'ils n'avaient pas à s'ancrer. Et je pense que ça participe aussi au rejet, aux divisions et peut-être à l'absence d'acceptation du fait que on a quand même une proximité géographique, historique, et même si l'histoire a été extrêmement houleuse et extrêmement violente, en tout cas une reconnaissance mutuelle à opérer. Et moi c'est vrai que dans le livre que j'ai fait qui s'appelle Afro, j'ai interrogé beaucoup de gens d'origine maghrébine, parce qu'en fait les gens au Maghreb, il y en a beaucoup qui ont les cheveux crépus et frisés. Et ce cheveu-là, on ne le trouve pas au Moyen-Orient, c'est un cheveu africain. Et donc je pense que c'est important de rappeler qu'il y a aussi des stigmates qui concernent les personnes d'ascendance africaine, quelle que soit la teinte de leur carnation. Et peut-être qu'on aurait intérêt aussi à réfléchir à ces points communs et à ne pas, effectivement, la négrophobie de toute façon c'est un problème, et je pense qu'il faut vraiment pas avoir de difficulté à l'aborder, parce que c'est vrai que moi, les fois quand je poste sur Facebook des choses sur la négrophobie en Afrique, j'ai des commentaires, mais pendant des semaines et des semaines, de gens qui me disent, mais non, pas du tout, moi j'habite en Algérie, j'ai jamais vu ça, etc., etc. Alors que j'ai enquêté, effectivement, j'ai fait d'ailleurs un reportage sur la Tunisie qui s'appelle Tunisie, la Révolution Noire, il y a quelques années, et je pense qu'il a toujours une pertinence. Il y a aussi cette question, non seulement des tensions qui existent entre les Nord-Africains et les Africains subsahariens, mais aussi la reconnaissance des Africains, des Noirs maghrébins. C'est-à-dire qu'il y a des Noirs au Maghreb qui ne sont pas considérés comme étant des ressortissants de leur propre pays.
Et ça, c'est aussi une question, à mon avis, qu'il faudra aborder de manière frontale, parce que je pense que c'est difficile d'être crédible quand on dénonce le racisme des dominants blancs si nous-mêmes on n'est pas capable d'aborder le fait qu'entre nous, on a des problèmes et qu'il faut régler, parce que ça a des conséquences. Ça a des conséquences. On a vu des mariages où des belles familles ne parlaient plus à leurs enfants parce qu'ils ne supportaient pas l'idée de l'union, etc. Des enfants, des petits-enfants qui sont rejetés parce qu'ils sont foncés, etc. Enfin, c'est des histoires, moi, dont j'ai entendu parler tous les jours et qui n'ont pas de réalité, en fait, militante parce qu'on a peur de se fragiliser. Mais je pense qu'au contraire, ça nous renforcera de l'aborder de manière courageuse, et même si on dit des vérités désagréables, même si on dit n'importe quoi, parce que des fois, dans l'émotion, dans la colère, on peut dire des choses qui ne sont pas toujours très justes, mais il faut que ce soit dit parce que sinon on ne pourra jamais avancer. Et ce que disait Ndella aussi sur les communautés musulmanes, le fait que la représentation de l'islam soit préemptée par les personnes d'origine maghrébine et qu'en fait, dans cette représentation des musulmans, il y ait si peu de personnes noires, je pense que c'est aussi un problème. Parce que dès qu'on pense à musulmans, on pense à arabes, et les musulmans en fait non arabes n'ont absolument aucune visibilité. Et ça, c'est une question aussi pour moi qui est extrêmement importante. Je pense que si on me voit plus comme une afro-féministe, comme une féministe musulmane, c'est aussi parce que je suis noire. Et parce que le fait d'être noire, en fait, écrase tout ce que je peux être par ailleurs. Et ça, pour moi, c'est aussi une reconnaissance de la part des gens qui sont musulmans et qui sont très visibles, qui ont un privilège par rapport aux autres musulmans qui ne sont pas arabes, peut-être d'espace aussi à laisser à d'autres personnes. Merci. Merci, Rokhaya. Positionnant comme féministe musulmane, ce qui est ressorti du terrain. Ma recherche doctorale que j'ai effectuée à Paris à l'EHESS en 2014-2015, 2014 je crois, je ne sais plus, 2015, s'étend en France, en Belgique et au Canada. Chez les femmes qui s'identifient comme féministes et musulmanes. J'ai souhaité circonscrire ma recherche dans l'espace francophone. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une spécificité de l'espace francophone. Tout simplement. Les débats français impactent inlassablement le monde francophone. C'était d'ailleurs toujours très intéressant en fonction des thématiques que j'abordais. Je commençais toujours par les françaises et je pouvais être sûre que ça rebondissait chez les féministes belges et chez les féministes canadiennes. C'était vraiment l'impact français dans les débats outre-Atlantique et au-delà des frontières françaises. Donc en se positionnant comme féministe musulmane, les féministes musulmanes sont considérées dans ce que j'appelle subalternes politiques. Pourquoi? Parce qu'elles font sauter des frontières, finalement, dans deux espaces qu'elles remettent en question, à savoir le champ féministe, lorsqu'elles se réapproprient les idéaux féministes, et le champ religieux. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé hier, puisque c'était pas... je ne me suis pas appesantie là-dessus, encore une fois, parce que le féminisme musulman, j'ai que 12 minutes, et les féminismes musulmans en soi, encore une fois, méritent un colloque, et si je commence à parler des différentes tendances d'un point de vue théologique, et les outils, les méthodes d'approche des textes pour une réinterprétation égalitaire, etc., ça risque de manger tout le reste de mon propos. Donc juste pour vous dire que aujourd'hui, les tenantes de cette rhétorique féministe islamique, et j'emprunte l'expression rhétorique féministe islamique à Myriam Cook, qui a écrit un article, je pense que c'est un article multiple, les féministes islamiques, je redonnerai la référence académique, explique qu'en fait les femmes sont aujourd'hui engagées dans la redéfinition de cette identité hybride à la croisée de la religiosité et du féminisme. Alors ça se traduit comment? D'abord, c'est aussi remettre en question une conception d'un modèle de femme, que ce soit dans les sociétés occidentales comme au sein de la tradition musulmane, et on a une série de femmes, une génération de femmes qui sont finalement prises en otage et qui sont en train de définir cette troisième voie. J'emprunte cette expression à Asmalam Rabek, donc cette fameuse troisième voie de femmes qui lutte contre les discours exclusivistes et radicaux dans certains courants laïcs et féministes, et qui lutte contre certains discours aussi extrémistes et radicaux au sein des traditions musulmanes. C'est pas facile de se définir comme féministe musulmane quand on vous accuse. Enfin, il y a eu quand même ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a eu une avancée. Moi, je suis engagée sur cette question en tant que militante depuis 15 ans, 18 ans quasi,
Et je me rends compte, je réalise en tout cas que c'est seulement ces 5-6 dernières années que cette génération de femmes vraiment s'élabellise et s'identifie en tant que féministe musulmane sans frustration aucune. Il y a eu vraiment la phase où, comme je le rappelais hier pour ceux qui étaient là, où il fallait vraiment se réapproprier le féminisme en soi comme en tant que projet théorique et comme une pratique qui questionne les inégalités entre les genres. C'était faire le point aussi sur la question du féminisme à l'époque coloniale. Donc pour beaucoup de femmes musulmanes, et ça ressortait énormément de mes enquêtes, ce qu'elles disent pour de leur parcours, c'était très difficile de m'identifier comme féministe quand je sais que les féministes du début du XXe siècle en Algérie étaient là pour civiliser les femmes. Ça c'était très dur. Donc il a fallu faire ce travail de réappropriation du concept de féminisme et de se dire mais le féminisme finalement il appartient à tout le monde. Il y a un féminisme à plusieurs têtes. Le féminisme appartient à tout le monde. Il s'agit simplement de le décliner en fonction des luttes. Et c'est pour ça que je disais hier que le féminisme musulman ou islamiste, tout ce que vous voulez, moi je n'adhère pas à cette grille de lecture-là. En tout cas, ces femmes qui réquisitionnent le corpus religieux pour aller vers cette égalité entre les genres, c'est un travail qui se fait depuis des siècles. Le féminisme musulman n'existe que très récemment dans l'inconscient collectif, simplement parce qu'on a médiatisé ces dernières années et parce qu'on a la lame qui nous a fait une polémique, surtout en France. Mais je veux dire, la réflexion, elle existe, le lien entre féminisme et islam, il existe depuis déjà des siècles, depuis même les premiers savants, et même peut-être depuis tout simplement le prophète de l'islam, paix sur lui, qui a été le premier à se battre pour donner des droits aux femmes quand les jeunes filles étaient enterrées vivantes. Donc cet esprit féministe, il est vivant depuis des siècles, mais c'est simplement le fait de s'identifier comme féministe. Ce qui ressortait de beaucoup de mes enquêtes de terrain, c'était l'impression de trahir l'islam et finalement, oui, de trahir cette identité même de musulmane. Donc il a fallu du temps pour que les musulmanes puissent se réconcilier avec cette identité féministe et cette appartenance religieuse. Alors il y a donc des stratégies discursives qui ont été mises en place, notamment, comme je disais, ils ont pu démontrer qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre féminisme et islam. Des femmes musulmanes qui se sont appropriées les outils conceptuels et méthodologiques pour questionner les rapports de domination. Et puis des femmes qui ont réquisitionné la théologie musulmane. Des femmes et des hommes. Des femmes et des hommes qui ont réquisitionné la théologie musulmane. Moi j'aime à dire, je le dis, je l'assume et je continuerai à le dire, les plus grandes résistantes au projet féministe musulman, ce sont les femmes musulmanes elles-mêmes. Ce sont les femmes musulmanes elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont gardiennes de la tradition. Et nous, il y a 18 ans, 20 ans, et Bella pourra confirmer ou d'autres, lorsqu'on s'identifie comme féministe musulmane, véritablement, on nous marginalisait. Elles sont en train d'occidentaliser l'islam, elles sont en train de trahir le message. Ça a été très difficile, et c'est là où, au fond, même des personnalités en France qui n'étaient pas musulmanes, moi personnellement, elles ont beaucoup compté dans mon parcours, parce qu'on a pu mettre les choses à plat. Et moi-même, je me suis à un moment donné, j'ai fait ce travail de repli sur moi-même en me questionnant. Puis je me suis dit, si moi, mon objectif, c'est vraiment de lutter contre toutes les formes de domination pour cette justice sociale, c'est du féminisme. C'est du féminisme. Donc, pour dire que c'est un travail qui est douloureux. Moi, je l'ai dit, souvent j'ai dit les femmes musulmanes, ce sont des femmes blessées. C'est à partir de leurs blessures qu'elles ont construit ce discours-là. Des survivantes. Voilà. Donc des femmes et des hommes. C'est ça que je vous disais, il ne fallait pas que je parte sur le féminisme islamique en soi, parce que c'est voilà. Bon, elle réquisitionne la théologie, elle et il, avec un S, réquisitionne la théologie musulmane, développe de nouveaux outils. Je renvoie à mon bouquin. Bah oui, c'est plus simple, parce que je parle et je cite toutes ces femmes qui ont fait ce travail. En termes d'action, les féministes musulmanes se sont engagées en intracommunautaire pour lutter contre toutes les pratiques culturelles. La question de l'excision,
la question de l'excision. C'est une question qu'il fallait prendre à bras-le-corps, qu'il a fallu dénoncer. Nous, on en a parlé, on s'est fait ramasser, mais on en a parlé quand même, puisque effectivement, ça concerne pas que les Africaines, hein, ça concerne aussi les Égyptiennes. Donc, voilà, donc la question de l'excision, la question des mariages forcés, il y a encore des mariages forcés qui sont pratiqués ici. Donc ça, c'était un travail qui était fait par les féministes musulmanes en intracommunautaire, donc de déconstruire toutes les pratiques à caractère culturel en arrivant avec un argument religieux. Quand vous êtes en Afrique, moi je suis beaucoup en Afrique subsaharienne, et Bella pourra confirmer, on a eu des sessions, des séminaires avec des savants qui justifiaient l'excision à partir de hadiths. Les hadiths, ce sont les paroles du prophète. Donc voilà, retour aux sources, et il faut faire, et y compris ici dans les mosquées africaines à Bruxelles, moi j'ai eu affaire à des mosquées ici africaines, je vous assure qu'il faut vraiment revenir à la source, parce que même on a des imams qui sont convaincus que ça fait partie du Coran. Donc voilà, donc un travail de déconstruction à faire en intracommunautaire. En extracommunautaire, les femmes musulmanes investissent les mouvements féministes. Je rappellerai, je cite, l'expérience unique et singulière du collectif des féministes pour l'égalité, qui a ensuite donné naissance ici à des petites sœurs, donc le collectif Féministes pour l'égalité qui avait été fondé à l'époque avec Ndella, Christine Delphi, etc., Catherine Samari et d'autres, Sven Tucker, Zahra Ali, etc., et qui a donné d'ailleurs naissance